demeurez seul? Elle n'est pas encore là. Bon, Vraiment vieux. Ah, vous en deux? ok. Ça arrive, ça. La mienne aussi. Dites-moi, avez-vous eu des enfants, monsieur? Deux. Deux enfants? Deux gars. Ok. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qu'on appelle neurodégénérative, progressive et incurable. Donc, ça attaque le cerveau. Ce qui arrive, c'est qu'il y a comme des plaques qui apparaissent dans le cerveau. Et ces plaques-là, c'est comme les cellules qui rétrécissent puis deviennent comme moins fonctionnelles. Donc, si on compare le cerveau dit normal avec un cerveau que la personne aurait la maladie d'Alzheimer, donc le cerveau il est comme plus petit, il est comme plus sec. Donc ça, c'est la différence. Quand ça a commencé, ma mère avait une façon de définir ça qui était assez intéressante. Elle dit, je sais que ma vie va se dépelotonner. Tu sais, quand tu fais une pelote de laine, ça arrive aussi, tu arrives à la fin de ta vie, c'est une pièce qui est composée d'un fil tourné et retourné pendant longtemps. Puis cette maladie-là fait que ta vie se défait. C'est-à-dire que le fil quelque chose fait dans ta tête, une sclérose, des éléments du cerveau qui se sclérosent, qui font que tu perds ta vie, tout ce que tu as été, toute ton identité t'échappe, jusqu'à redevenir un nourrisson. Un moment à la fin, comme c'est le cas de plusieurs personnes qui souffrent de cette maladie-là, tu es en position fétale, et elle était redevenue le nourrisson qu'elle avait été 91 ans plus tard. Toute sa vie s'est décousue. Bon, alors, les signes précurseurs de l'Alzheimer, une étude d'Alzheimer Canada l'an dernier, justement, démontrait que la majorité des gens les ignoraient. Tout le monde pense... Il y en a qui sont capables de dire oui, les problèmes de mémoire, les fameux problèmes de mémoire à court terme, mais il y en a plusieurs autres. C'est-à-dire, on a des clients où on a nommé 10 signes. Alors, bien sûr, la perte de mémoire, une perte de mémoire qui va aussi affecter le fonctionnement, ce qu'on appelle les habiletés là, de tous les jours. On parle de difficulté à exécuter des tâches familières, par exemple, quelque chose qu'on fait tous les jours, se faire un sandwich, tout d'un coup, c'est difficile de se faire un sandwich. Troubles du langage, se mettre à chercher ses mots ou faire inverser ses mots. Désorientation dans l'espace et dans le temps, par exemple, je suis au centre commercial, puis tout d'un coup, je ne sais plus où je suis, je ne trouve plus la sortie, je ne retrouve plus mon automobile, ou puis savoir quel mois ou quel jour on est. Puis aussi, les symptômes, c'est que quelque chose arrive un jour, mais le lendemain, on va bien. C'est très irrégulier au début, mais c'est les signes précurseurs. On parle aussi de jugement affaibli. Alors, tout d'un coup, on a comme des bizarres des comportements, on prend des drôles de décisions, on fait des drôles de choix. La difficulté face aux notions abstraites, tout ce qui est comme plus, par exemple le calcul qui est une notion abstraite, devient compliqué. Perdre ses choses, les fameux objets égarés, ou retrouver ses clés là, dans le micro-ondes ou dans le congélateur. Et finalement les changements d'humeur des comportements. D'ailleurs on dit, des fois au début l'Alzheimer ressemble à une dépression pour beaucoup de personnes. La personne elle s'isole, elle arrête de faire des choses. Ça devient, elle n'est plus elle-même vraiment. Quelque temps avant que la maladie soit vraiment diagnostiquée, elle oubliait des mots, elle oubliait des événements importants qu'avant elle n'avait jamais oubliés. Puis, en fait, elle était déjà atteinte, on ne le savait pas, mais moi j'avais dit d'aller voir un médecin pour faire une évaluation, mais c'est sûr qu'il y avait le déni. Puis bon, en vieillissant, des fois, on nous dit qu'on oublie des choses, donc je me disais, bon, c'est peut-être ça aussi, parce qu'on ne pense pas à la maladie d'Alzheimer. Quand on ne connaît pas ça, on ne le sait pas, que la personne peut être atteinte. Donc, elle est allée en France un mois, puis quand elle est revenue, elle n'était pas capable de me parler de son voyage. Elle n'avait rien rapporté pour vous, les trois filles, ce qui est vraiment... pas normal chez mamie. C'est pas grave qu'elle rapporte rien, mais c'était pas normal.
Elle est repartie chez elle, s'est tapée une demi-heure de voiture, elle est revenue avec des trucs qu'elle avait déjà à sa maison. Donc il y avait quelque chose qui ne marchait pas, puis finalement, 2 jours après, elle s'est perdue, la police m'a téléphoné pour me dire qu'elle s'était perdue, puis à partir de là, tout a découlé. On est allé passer des examens à l'hôpital, puis ils l'ont gardée pour l'hospitaliser pendant quelques jours, et voilà, c'est ça. Alors, ici, dans l'ensemble, on évalue ces problèmes-là. Les problèmes cognitifs, les problèmes fonctionnels d'une personne, comment elle se débrouille dans sa vie de tous les jours, c'est-à-dire aux activités de la vie quotidienne, de se laver, manger, les activités de la vie domestique, comme aller à la banque, payer ses comptes, faire des commissions, téléphoner, bon, des choses comme ça. Alors, c'est ça notre but, notre rôle, c'est vraiment ça. Puis dans le test, comme le mini-mental test, on évalue la mémoire, l'orientation dans le temps, l'orientation spatiale, les fonctions exécutives. Quand on dit prenez le papier, pliez-le en 2, on donne la consigne d'un coup, puis on regarde si la personne est capable d'exécuter. Donc on vérifie aussi les fonctions exécutives. Les pentagones vont évaluer... Les apraxies de construction, les habiletés visuo-spatiales aussi. Les Le capacités test de l'âge d'abstraction. aussi. C'est tous des tests qui vérifient différentes fonctions cognitives que tout le monde fait normalement sans trop penser. Ici, à la société, on dit qu'il y a la phase précoce, modérée et avancée. Dans le réseau de la santé, ils mettent des chiffres, puis c'est comme des phases, des stades plus courts. Dans la phase précoce, la personne est encore présente, elle peut se déplacer seule, prendre le métro. Il y a comme encore une bonne notion, la personne est encore autonome, elle fait beaucoup de choses par elle-même. En phase modérée, eh bien, elle a déjà perdu beaucoup d'autonomie, c'est clair qu'elle ne peut pas habiter seule. Puis en phase avancée, bien là, c'est vraiment, la personne est à soit en institution, ou bien il y a des soins 24 heures sur 24. Alors, plus que la personne est avancée dans la maladie, moins elle est autonome. Donc, au niveau de l'hygiène, manger, s'habiller, c'est un peu comme ça que ça se passe. Les aidants naturels, c'est... D'abord, ici, on utilise le terme proche aidant, puis je pense que c'est le terme le plus politiquement correct qu'on se met à utiliser aujourd'hui, parce que finalement, c'est peut-être pas naturel d'avoir ce rôle-là. En général, ben, c'est le terme qu'on utilise pour les proches des personnes atteintes, les enfants, le conjoint, les amis, les membres de la famille. Et c'est des personnes qui sont aussi très touchées par la maladie et qui voient leur vie aussi très affectée. Et être aidant naturel, être proche aidant, c'est pas seulement prendre soin de la personne à la maison. La personne, elle est peut-être institutionnalisée en centre d'hébergement, mais si on va la voir tous les jours ou 2 ou 3 fois par semaine, on reste quand même un proche aidant. C'est curieux, hein, parce que l'Alzheimer, ça fait que la personne vit dans l'instant présent tout le temps. Il n'y a qu'une seconde qui compte. Il n'y a pas d'avant immédiat. Il y a juste la seconde qui est là, ce qui est assez beau d'une certaine façon. On devrait peut-être tous apprendre aussi à vivre dans l'instant présent à ce point-là. C'est un exemple. Mon fils Nicolas, qui est un musicien qui parcourt la planète avec son groupe Le Vent du Nord, là, arrive à la maison à un moment donné, c'est mon anniversaire, le hasard fait qu'il est présent, il est invité, mais le hasard fait qu'il est au Québec à ce moment-là. Quand il arrive, maman l'accueille, elle le reconnaît à ce moment-là, elle l'accueille en disant « Ah, Nicolas, comme je suis contente de te voir. Ça fait longtemps qu'on s'est vus, puis je suis vraiment heureuse. » Elle le prend dans ses bras. 15 minutes après, Nico sort pour aller saluer Alexandre dans le jardin, il revient. Aussitôt que maman le voit, elle dit « Ah, Nicolas, comme je suis contente de te voir. Il y a longtemps qu'on s'est vus. » Elle le prend dans ses bras. Ça peut se répéter comme ça 20 fois parce qu'il n'y a que le moment présent. Paradoxalement, ce moment présent-là, s'il est habité par la personne malade, tout ce qui l'entoure de façon immédiate est disparu, mais les souvenirs lointains sont encore très présents. De sorte que maman, Alice, accueillant Nicolas, est dans le présent, mais en même temps, si je lui demande
des nouvelles de son médecin, mettons, pour un exemple comme ça. Elle va me parler de son médecin qui est décédé depuis très longtemps. Elle va me parler même parfois de celui qui m'a mis au monde, okay? Alors qu'elle ne me reconnaît plus, moi. Comprends-tu? Elle va me donner des nouvelles de 1945, de cette année-là, parce qu'elle est capable d'habiter aussi cette année-là, comme si c'était le présent. Parce que c'est la seconde de notre présent qu'elle habite, mais en même temps, elle peut aussi la superposer à un temps très lointain. Au niveau de la raison, ça disparaît, mais c'est le cœur qui reste, puis les émotions. Donc, la personne, c'est vraiment important d'être là pour elle, même si on voit qu'elle n'est plus là. C'est important de ne pas la raisonner parce qu'elle vit dans sa propre réalité. Même si elle commence à nous dire « mais ça fait une semaine que je ne t'ai pas vue, mais tu viens quand même la voir à chaque jour ». Mais le plus important, c'est de ne pas la raisonner puis pas de la confronter parce qu'elle est dans son monde à elle. Puis le cœur, ben, il est tout là jusqu'à la fin. Des confrontations, oui, beaucoup. En fait, oui, il y en a beaucoup. Si ça me touche, c'est parce que j'ai du regret par rapport à ça, étant donné que j'étais ignorante par rapport aux réactions qu'elle pouvait avoir. Confrontations, il y en a eu énormément. Jusqu'à temps que vraiment elle tombe dans un état où maintenant elle est rendue beaucoup plus loin dans la maladie. Elle ne réagit presque plus, mais au début elle réagissait. D'abord, je pense qu'il y avait aussi de la colère de sa part, parce qu'elle se rendait compte aussi de son état. Confrontation parce que, bon, elle a dû perdre son permis, bon, c'était de ma faute, ou j'essayais de lui faire des fois... c'est qu'elle n'arrivait pas à faire les liens avec la réalité. Par exemple, elle me parlait que son père était malade, il fallait qu'elle aille le voir, elle lisait des lettres qui dataient de plusieurs années, j'essayais de lui faire les liens, il n'y avait rien à faire. Donc, c'est ça, on se disputait souvent, j'essayais de lui faire comprendre calmement, mais à un moment donné, la colère l'emporte, parce qu'on se dit, ça se peut pas qu'elle ne comprenne pas. On l'a déménagé, tu me vides ma maison. Mais non, maman, tu as vendu ta maison, faut que tu partes. Mais non, je vais aller vivre dans le sous-sol, essaye de lui faire comprendre. Puis bon, je l'ai déménagé plusieurs fois. À chaque fois, bon, ils disent déjà quand on les déménage souvent, il y a des pertes. À chaque fois, ils en perdent un peu plus parce qu'ils perdent leur point de repère. Et c'était toujours de lui expliquer. Puis c'était moi la méchante là-dedans parce que c'est moi qui prenais toutes les initiatives. Quelque chose qui n'est pas facile à faire, de prendre parce qu'elle était tellement autonome. Donc oui, on s'est disputé souvent. Et bon, par la suite, j'ai compris parce que j'ai suivi des séances d'information à la Société d'Alzheimer, puis bon, ça m'a fait comprendre des choses. Donc la Société Alzheimer, il y a beaucoup de services pour les familles qui ont quelqu'un d'Alzheimer. Je sais qu'il y a des groupes de rencontres pour les aidants, donc c'est un groupe d'aidants, il y a des personnes qui vivent la même situation, donc ça peut les aider à aller dans ces groupes-là, parler de leur quotidien, puis se faire comprendre par les autres parce qu'ils vivent à peu près la même chose. Et aussi nous, Baluchon Alzheimer, on donne du répit à long terme. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va, ce qu'on appelle les baluchonneuses, c'est des dames qui vont à domicile pour un minimum de 4 jours et ça peut aller jusqu'à 14 jours, puis c'est vraiment 24 heures sur 24. Le but principal, c'est d'aller à domicile pour que l'aidant quitte la maison et puisse aller se reposer en paix, qu'il puisse aller dormir, puis que nous, on prend soin de la maisonnée et de la personne qui a l'Alzheimer. L'aidant en question,